Aujourd'hui, on va faire un nouveau Coffee Talk sur le thème de l'importance des tenues dans les romans, que ce soit les romans historiques ou dans la fantasy. Parce que c'est vraiment important finalement les tenues vestimentaires et ça en révèle beaucoup sur les personnages mais aussi sur l'état de la société dans laquelle ils vivent. Alors, préparez-vous un petit café et on va se retrouver pour cette vidéo. Alors moi par contre, vu l'heure qu'il est, j'ai plutôt opté pour un Diabolo fraise. Et je crois que je vais vous demander faire un petit sondage pour savoir comment on pourrait appeler ces Coffee Talk mais sans café. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sandra Laguillet, je suis écrivaine. Sur cette chaîne, on parle d'écriture, mais on fait aussi de l'ASMR. Alors si ces deux sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Coffee Talk... Diabolo fraise Talk. Je ne me ferai pas l'affront d'essayer de prononcer le mot Diabolo fraise en anglais parce que si un de mes amis tombe sur cette vidéo, il va écouter mon accent anglais et il va vraiment se moquer de moi. Alors du coup, je ne ferai pas cet affront. Aujourd'hui, dans ce Coffee Talk improvisé, on va parler de l'importance des tenues, des vêtements et aussi des accessoires d'une certaine manière dans les romans, que ce soit en fantasy ou en roman historique. On va dire que niveau roman historique, j'imagine, j'ose espérer, je souhaite grandement que les auteurs fassent des recherches en costume historique avant d'écrire leur roman. C'est-à-dire de vraies recherches historiques. Parce que un auteur qui me dit « Non, mais avec les corsets, on peut pas respirer », non, c'est next. Ah, moi je next direct. Maintenant, je fais la même chose aussi avec les séries télé. Quand on présente les corsets ou les tenues historiques sans des sous-vêtements appropriés, je ne regarde même plus, c'est nul. Je suis tellement obsédée par l'importance de ces pièces de vêtements que voilà, je deviens impitoyable. Mais c'est également le cas, alors pour les romans, c'est également le cas quand je vois sur les couvertures que les vêtements proposés, ça ressemble à des déguisements ou ce n'est pas du tout la bonne époque. Ça me hérisse le poil, vous n'imaginez même pas. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a donné envie de faire ce Coffee Talk. Une anecdote qui m'a donné envie de faire ce Coffee Talk, c'est qu'il y a quelques semaines, même si c'est déjà arrivé dans le passé, mais il y a quelques semaines, je suis tombée sur une publication d'une autrice qui présentait la couverture de son nouveau roman. Je suis super contente pour elle, elle a écrit un nouveau roman, c'est cool, je lui souhaite beaucoup de succès. Par contre, il y a un truc qui m'a choquée, c'est que entre le résumé et l'image qu'il y avait sur la couverture, ce n'était pas du tout la même chose. C'est-à-dire que dans son résumé, elle parlait qu'elle voulait écrire un roman qui se passe dans un Moyen-Âge / Renaissance fictive. Bon, déjà entre le Moyen-Âge et la Renaissance, il y a quand même quelques siècles, mais pas encore. Seulement, la tenue qui était présentée pour représenter son héroïne, c'était clairement du déguisement inspiré par le 19e siècle. Alors, bien sûr, en Occident. Je précise que c'est que des tenues à la mode occidentale. Voilà, ça permet de situer un petit peu mieux les choses en repère géographique. Et ça m'a vraiment dérangée. Alors, déjà, je vais pas dire en tant qu'historienne du costume, parce que je ne suis pas historienne du costume, j'ai juste un master en histoire de l'art, mais je suis passionnée par l'histoire du costume depuis que j'ai vu Autant n'emporte le vent quand j'avais 10 ans. Et faut savoir que ma mère elle est couturière de métier, il y a toujours eu des livres sur la mode historique à la maison, il y a toujours...
depuis que je suis petite, on parle de costumes historiques, des choses comme ça à la maison, donc je ne vais pas dire que je suis experte en la matière, puisque je n'ai pas de doctorat en histoire du costume, je suis juste une amatrice passionnée. Maintenant, je regarde beaucoup de vidéos d'historiennes du costume, je lis beaucoup de livres sur l'histoire du costume, parce que c'est vraiment une passion. On est loin de l'expertise de quoi que ce soit. Je reproduis également des tenues d'inspiration historique, c'est important l'inspiration. C'est pas du 100% accurate. Et voilà, mon ami va se moquer de mon accent, du coup je reprends un peu de Diabolo fraise pour masquer ma gêne. Mais voilà, je m'y connais un petit peu et franchement, je trouve ça très irritant de ne pas avoir des tenues qui correspondent au moment de l'histoire. Parce que vraiment, quand on me parle de tenues du Moyen-Âge, alors déjà, c'est vrai que l'autrice n'avait pas précisé sur quel continent, puisque selon les continents, les vêtements sont assez différents, même selon les pays, surtout à l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et ça correspondait pas du tout. Enfin, c'était absolument pas possible de faire ça. Et c'est vrai que bon, elle a fait appel à une graphiste. Je suis au courant que les graphistes ne peuvent pas tout connaître de l'histoire de la mode. Je sais que c'est un métier d'être historien du costume, mais je crois sincèrement qu'en tant qu'auteur, surtout lorsqu'on passe commande à un graphiste, on peut lui donner quelques sources d'inspiration, lui disant voilà, les tenues, enfin, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Inspire-toi de ça, mais ne t'inspire pas d'une mauvaise période. Sincèrement, ça décrédibilise tout le travail déjà de l'auteur, mais aussi du graphiste, parce que ça prouve qu'il ne peut pas faire ne serait-ce qu'un minimum de recherche, et je trouve ça très triste. Après, je dis pas que c'est facile, hein. Attention, je dis pas que c'est facile de reproduire des tenues, même inspirées, des tenues historiques en dessin, enfin je sais bien que c'est compliqué, mais tout de même, un petit peu de respect pour l'histoire. Mais pourquoi c'est important de faire attention à ce genre de détails? Bon déjà, si on écrit un roman historique, faire attention aux détails des costumes de l'histoire, ça me paraît être la base. C'est un peu comme si on écrivait un livre sur le 19e siècle et qu'on parlait de l'invention de la montre connectée. Bon, vous sentez bien que vous perdez des points avec vos lecteurs, Voilà. Après, pour tout ce qui est, par exemple, du steampunk ou des romans de fantasy qui vont se baser sur des moments de l'histoire, on va se dire oui, mais c'est pas grave, tout ce qui compte, c'est le roman, c'est l'histoire, c'est elle est bien écrite et tout ça. En réalité, l'histoire du costume, ce n'est pas futile. Une tenue vestimentaire, c'était peut-être encore plus vrai il y a quelques siècles qu'aujourd'hui, mais ça en dit long sur plein d'éléments. C'est l'époque, la technique, la géographie, la politique, la religion, les mœurs, les lois, sur la personne qui porte les vêtements, sur ce qu'elle fait de sa vie. En réalité, avoir un vêtement, c'est pas juste mettre quelque chose sur son dos. C'est pourquoi c'est important de bien réfléchir aux vêtements. Surtout lorsque l'on conçoit un monde et un univers ou ce genre de choses, parce que les vêtements s'en révèlent beaucoup. Je vous ai dit, ne serait-ce que la zone géographique sur le climat. C'est même une manière de parler du climat sans avoir à parler du climat. Si vous prenez par exemple le Trône de Fer, donc Game of Thrones, le climat se voit aussi à travers les vêtements. Bien sûr, on a peut-être tous en tête la série et c'est beaucoup plus parlant, mais les gens qui vivent au nord et au nord du mur, ils vont porter des tenues qui sont beaucoup plus chaudes que des personnes qui vont vivre dans le sud de Westeros ou qui vont vivre à Dorne par exemple. Pourquoi ?
parce que le climat ne s'y prête pas. Vous n'allez pas porter des tenues... vous regardez la série, vous voyez les Dorniens qui ont des tenues très légères. Au nord du mur, comme ça, ils ne survivent pas. Hein. Littéralement, ils gèlent sur place. Et c'est pareil, une personne qui va porter des fourrures, des peaux de bête, des choses comme ça, à Dorne, elle va décéder, la personne. C'est obligé. Mais rien que les tenues permettent de révéler beaucoup de choses sur le climat sans avoir à parler du climat. De même, ça en révèle beaucoup également sur l'aspect l'aspect et la place que prend la religion dans votre histoire. Si la religion fait que les personnes sont censées être très pudiques, ne pas montrer leur corps et des choses comme ça, utiliser les vêtements pour décrire ce genre de choses. Et c'est vrai que les personnes qui vont par exemple porter des tenues très légères, alors que la religion qui est par exemple omniprésente va dire non, il faut absolument couvrir son corps, ou l'inverse hein, d'ailleurs, c'est pas un souci. Bon, vous allez voir qu'il y a une dichotomie entre ce personnage et ce qui se fait entre guillemets dans la société. Donc ça permet d'en dire beaucoup sur justement les personnages. Si vous prenez également tout ce qui va être les teintures pour les vêtements, donc par exemple les couleurs, les textiles utilisés, ça en dit beaucoup notamment sur la personne qui porte ces vêtements, sur l'état des importations par exemple des pigments, de l'importation des textiles, si dans le pays que vous avez conçu ou dans la région du monde que vous avez conçu, on n'a pas de moutons par exemple, les gens qui vont porter de la laine, c'est peut-être des gens qui vont être très riches, qui vont pouvoir se faire importer de la laine. Alors, je dis la laine, ça pourrait être autre chose, hein. Mais vous comprenez bien que plus un produit est rare dans votre monde, plus le fait qu'il soit présent impose d'avoir des moyens qui permettent de l'exporter. Donc peut-être qu'il y a beaucoup d'exportations et que du coup votre pays fait de l'import-export et qu'il a beaucoup de ports, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de routes commerciales. Donc ça en dit encore très long. Mais par exemple, pour les pigments, peut-être que si le pigment, rouge, par exemple, je dis ça parce que j'ai une petite carte devant moi. Attendez. Et c'est du rouge. Alors du coup voilà, rouge. Tout simplement. Et c'est une tenue du 15e siècle. Si par exemple le pigment rouge est très rare, qui va porter du rouge? Eh bien les personnes qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont les moyens d'avoir des tenues rouges. C'est peut-être par exemple certaines couleurs vont être réservées à certaines castes de votre histoire. Eh bien justement, y penser en amont, ça permet d'éviter certains couacs. Ou justement de les créer pour créer un effet peut-être comique ou autre chose. On va rester sur le rouge, mais imaginons que la couleur rouge va être réservée dans le pays que vous avez créé. Imaginons que le rouge c'est réservé uniquement à la noblesse ou par exemple au roi. Et vous avez un autre personnage qui arrive d'un autre pays où là le rouge c'est réservé par exemple aux personnes, aux mendiants. Je dis une bêtise, hein, mais si vous avez un personnage qui arrive qui est habillé en rouge, on va se dire mais c'est le roi. Ah bah non, en fait c'est un mendiant. Enfin, vous voyez, il y a ce genre de choses qui permet de renforcer la crédibilité de votre univers et c'est pas juste une tenue, c'est un symbole. De même, faut savoir que ne serait-ce que de manière historique dans notre monde à nous, les évolutions techniques, les moyens de production technique ont favorisé l'émergence de certains matériaux pour le textile, de certaines couleurs pour colorer les textiles. Tout ça compte beaucoup. Les progrès technologiques peuvent favoriser l'industrie textile ou la défavoriser. Mais auquel cas, il faut y penser. Toutes ces choses-là sont très importantes dans un roman et c'est pas de la futilité. De même, si vous réfléchissez bien, quand on se dit que à la fin de
pendant la Première Guerre mondiale, et surtout à la fin de la Première Guerre mondiale, les femmes ont arrêté de porter des corsets. C'est faux, hein. Elles ont continué à porter des corsets. Mais si on se dit, oui, elles ont arrêté de porter des corsets, la première chose qui vient, c'est souvent l'idée que l'on a voulu libérer les femmes et leur permettre de travailler. Bon, en réalité, les femmes travaillaient déjà avant. Oui, les femmes travaillaient avant la Première Guerre mondiale, je suis ravie de vous l'apprendre. Mais elles portaient aussi des corsets, même quand elles travaillaient. Enfin, ça peut choquer, mais oui. Sauf que si on arrêtait de produire autant de corsets, ce n'est pas pour libérer la femme du carcan que représentait le corset. Non, c'est juste que l'industrie avait besoin de l'acier disponible, de tout l'acier disponible pour la guerre. Comme quoi, la guerre peut changer beaucoup de choses. Et c'est la même chose pour les rétrécissements des tenues des femmes. Par exemple, pour les jupes, c'est vrai qu'à la Première Guerre mondiale, elles ont rétréci. Enfin, pendant la Première Guerre mondiale, elles ont rétréci. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pareil. C'est pas un moyen de libérer la femme. C'est juste que l'industrie textile était en souffrance. Notamment parce que l'industrie textile, c'était beaucoup dans le nord de la France, qui a été excessivement touché durant les deux guerres. Mais du coup, quand il y a beaucoup moins de gens qui peuvent travailler à l'industrie textile, que les usines sont à l'arrêt, qu'elles sont détruites, ou en partie détruites, eh bien oui, fatalement, ce sont des conséquences qui se voient sur les vêtements. Et c'est pour ça que c'est important de bien y réfléchir lorsque l'on écrit un roman, et de ne pas se tromper sur, notamment quand on fait des romans historiques, de ne pas se tromper parce que le vêtement, c'est à la fois de la politique, de la religion, de la sociologie, de l'économie, et un réel impact, c'est un réel impact sur la vie des gens. Et à chaque fois qu'il y a eu des grands bouleversements vestimentaires, c'est pour quelque chose qui est de l'ordre généralement de la politique ou de l'économie, voire de ça. En réalité, tout a des conséquences et tout a des raisons d'être. Maintenant, pourquoi c'est important de ne pas véhiculer de stéréotypes lorsque l'on va parler de costumes historiques, surtout dans des romans, peut-être dans du steampunk ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens parler du fait qu'ils ont écrit un roman steampunk, mais que les héroïnes portent des corsets et elles s'évanouissent parce qu'elles sont... De fait, c'est important de ne pas véhiculer trop de stéréotypes lorsque l'on écrit des romans, parce que les tenues historiques, c'est vrai qu'elles sont souvent moquées. Les robes à paniers, qui étaient des paniers excessifs, qui faisaient 1 mètre sur les côtés, là. On pouvait poser les bras, on pouvait s'asseoir. Enfin, c'est un peu cliché, mais ce sont des tenues qui étaient des tenues d'apparat, par exemple, qui étaient réservées à une élite très très haute dans la hiérarchie sociale. Si vous prenez même les crinolines, si vous avez vu Autant n'emporte le vent, les crinolines sont énormes. Bon, bien sûr, Autant n'emporte le vent joue justement sur cette énormité, hein. Les crinolines n'étaient pas aussi vastes. Tout ça, c'est vraiment exagéré. Ce n'est pas le quotidien des gens. Et on se doute bien qu'une personne qui allait travailler ne portait pas les mêmes tenues que les aristocrates ou que les femmes de la haute bourgeoisie. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose qui est très flagrant, c'est que les tenues sont surtout adaptées et adaptables en fonction de la personne et de son train de vie et de son métier. Je connais un petit peu mieux le 19e siècle au niveau historique, donc du coup je vais vous en parler un petit peu. J'ai cette petite représentation de l'impératrice Eugénie. Du coup, l'impératrice des Français sous le Second Empire. Bon typiquement, une femme qui allait travailler ne portait pas ça. Hein, typiquement, la femme, l'ouvrière textile ne portait pas ce genre de tenue, parce que vous voyez bien qu'il y a une traîne, vous voyez bien la circonférence de la crinoline. C'était pas ça. Ce genre de tenue était réservé vraiment à très peu de gens.
Et par exemple les femmes bourgeoises, enfin les femmes de la bourgeoisie allaient aussi montrer leur niveau de richesse avec le choix des textiles, avec le choix des couleurs, avec le choix des matières, avec le choix des broderies. Toutes ces choses correspondent à quelque chose. Tous ces détails correspondent à quelque chose d'important et il faut faire très attention justement quand on écrit des romans à ne pas tout mélanger et ne pas se dire que bah oui, par exemple toutes les femmes au 19e siècle portaient des corsets ultra serrés et elles tombaient dans les vapes toutes les 2 secondes. Non, la plupart des femmes au 19e siècle portaient enfin en Occident en tout cas, portaient des corsets mais elles ne faisaient pas de tight lacing. Elles ne faisaient pas du serrage de corset extrême, ça c'était vraiment réservé à une toute petite minorité. Et la plupart des femmes portaient des corsets tout simplement comme on porte aujourd'hui des soutiens-gorge et des ceintures lombaires quand on a mal au dos. Voilà, sauf que c'est beaucoup plus confortable que l'un et l'autre. Oui, franchement, pour avoir déjà eu à porter des ceintures lombaires et avoir déjà dû, et porter même tous les jours pratiquement des soutiens-gorge, je peux vous dire que quand on passe au corset, c'est une libération. Mais voilà, lorsque vous concevez un univers, veillez à ce que les tenues soient en adéquation également avec le niveau de vie, le niveau de richesse et le métier de la personne. Si vous prenez par exemple au 19e siècle, le blanc, la couleur blanche était surtout réservée à une élite ou aux femmes de la bourgeoisie qui étaient très riches. Pourquoi ? Parce que le blanc, il faut le nettoyer, le blanc c'est très salissant. C'est la même chose avec les traînes. Enfin, si vous travaillez, vous ne pouvez pas avoir une traîne parce que ben, c'est pas très pratique, ça se salit beaucoup, il faut la nettoyer beaucoup. Et les personnes les plus, on va dire, les plus pauvres, ou en tout cas celles qui sont les ouvriers, les ouvrières, ne peuvent pas se permettre de changer de tenue tous les jours parce qu'il faut les laver. C'est vrai que c'est quelque chose où on se dit aujourd'hui, bah oui, mais il y a la machine à laver. Bah oui, mais à l'époque, la machine à laver, c'était le lavoir ou la blanchisseuse qu'il fallait payer. Du coup, les gens ne se changeaient pas tous les jours. Alors, quand on était dans les classes, on va pas dire pauvres, même si forcément, mais même les classes ouvrières ne se changeaient pas tous les jours. C'est pour ça que les personnes portaient souvent des tenues sombres. Faites dans des matières qui étaient résistantes, qui étaient chaudes en hiver, qui retenaient la fraîcheur en été, donc tout ce qui était le coton, le lin pour les sous-vêtements, mais surtout le coton, la laine, ça c'était vraiment le calicot également, enfin toutes ces matières qui étaient faciles d'entretien et également qui étaient peu salissantes et qui permettait soit de garder la chaleur, soit de garder la fraîcheur, d'être bien en finale. Tout ça c'est important et c'est pour ça qu'il faut faire ce genre de recherche lorsque l'on écrit. Parce que ça peut sembler futile mais ça ne l'est pas du tout. Et également la richesse de la personne ou de la famille de la personne se voit dans le choix des textiles. Ça se voit par exemple si votre personnage est issu d'une sorte de caste assez riche, ben, il va par exemple, c'est une femme, parce que c'est vraiment les costumes historiques occidentaux féminins que je connais le mieux, mais elle va avoir peut-être des broderies, des dentelles, des traînes, des choses comme ça, et ça va refléter, sans que vous ayez besoin de faire des efforts, son niveau de richesse. Et ça veut pas dire que les personnes beaucoup plus pauvres ne portent pas de tenue, on va dire, améliorée ou des choses comme ça, mais il faut vraiment montrer la différence, et cette différence, quoi de mieux que les vêtements pour le faire ? Quoi de mieux que d'exposer la richesse des vêtements pour ça ? Et je trouve ça dommage qu'il y ait autant d'auteurs qui aujourd'hui trouvent que ce n'est pas important. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, eh bien on a la chance d'avoir des machines à laver, on a la chance de pouvoir avoir accès beaucoup plus facilement à l'industrie textile, de changer plus facilement de vêtements, des choses comme ça. On n'a pas besoin de penser à toutes ces choses que les gens avant avaient besoin de penser.
l'entretien d'un vêtement, c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui que ça ne l'était il y a ne serait-ce que 150 ans. Donc voilà, c'est toutes ces choses auxquelles il faut penser quand on est auteur. Et je trouve ça dommage qu'on se dise que ce n'est pas important, parce que c'est vrai que la mode, c'est pas juste quelque chose qui est joli, c'est plus que ça en réalité, c'est toute une industrie, c'est tout un commerce, c'est toute une économie aussi qui révèle de beaucoup d'aspects d'un peuple ou d'une société. Je trouve vraiment dommage qu'en tant qu'auteur, certains ne fassent pas l'effort de se renseigner dessus. Même si bien sûr c'est peut-être assez minoritaire hein, finalement, mais c'est quand même révélateur de ce manque de curiosité qu'il peut y avoir chez certains auteurs qui préfèrent aussi parfois véhiculer des stéréotypes. Je me souviens d'avoir déjà eu des discussions avec certains et certaines autrices qui parlaient par exemple des corsets ou des tenues d'inspiration du 19e siècle dans leurs romans et qui véhiculaient des stéréotypes et j'étais en mode mais c'est pas possible, comment on peut faire ça? Enfin, tu t'es renseigné avant sur le sujet? Oh oui oui oui, oui. Non, tu ne t'es pas renseigné du tout sur le sujet. Mais si, dans tel article, presse quotidienne, on parlait de ça, on disait ci, on disait ça. Oui, mais non, il y a des gens, c'est le métier, va peut-être prendre tes renseignements auprès des gens dont c'est le métier et pas auprès de la presse féminine occidentale de notre époque. Qui véhicule beaucoup trop de clichés d'ailleurs sur les corsets et ce genre de choses. Et j'ai toujours dit que je ferais une vidéo sur les corsets et un jour je la ferai. Je promis. Je ferai un coffee talk là-dessus. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez compris l'importance que ça peut revêtir. De faire attention justement aux détails des costumes dans vos romans. Et si vous avez des choses à ajouter, si vous avez des idées justement, et si vous voulez en discuter un peu plus longuement, bah, les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez aussi me DM sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, lisez, rêvez, écrivez des histoires.